Un calme étrange s'est abattu sur Ouagadougou, trop parfait pour être paisible. Dans les rues désertes, seuls résonnent les moteurs feutrés des patrouilles et la rumeur compacte d'une inquiétude contenue. Derrière cette immobilité, quelque chose s'organise. Un scénario familier où des mains étrangères tirent des ficelles invisibles, tandis que les services de sécurité signalent des mouvements inhabituels coordonnés depuis Bruxelles et Washington. Alors une question perce la nuit et nous concerne tous, citoyens, lecteurs, observateurs. Ibrahim Traoré fait-il face à une nouvelle déstabilisation orchestrée ou à l'ombre d'un récit écrit ailleurs? Sous la surface calme, le véritable enjeu se dessine. Comprendre ce qui menace aujourd'hui la stabilité de Burkina Faso. Derrière chaque titre, chaque rumeur d'un coup d'État, se cache un affrontement plus vaste, celui du contrôle de la souveraineté africaine face à l'ingérence étrangère. Les chiffres le montrent. Depuis 2022, plus de 60% des programmes d'aide occidentaux ont été révisés ou suspendus après la montée d'Ibrahim Traoré. Ce gel financier n'est pas neutre. Il vise à tester la résilience d'un pays déjà soumis à des contraintes budgétaires extrêmes. Mais cette pression extérieure s'accompagne d'une recomposition interne. Alliance militaire redéfinie, diplomatie tournée vers Moscou et Bamako, montée d'une opinion publique plus combative. La promesse implicite est claire. Si Burkina Faso parvient à résister, il ouvrira la voie à un nouveau modèle de souveraineté régionale. Sinon, le pays redeviendra un pion dans le vieux jeu des puissances. Le pari d'Ibrahim Traoré, c'est celui d'une indépendance vécue comme acte de foi collective. La révélation est tombée au milieu d'une semaine ordinairement calme. Des interceptions d'ordre chiffré entre officiers burkinabés et intermédiaires étrangers. En moins de 24 heures, les briefings sécuritaires ont doublé et les convois militaires se sont redéployés autour de Ouagadougou. Ce pic d'activité, confirmé par 3 sources locales, marque le point de bascule. Pour les analystes, c'est le signe mesurable d'une manœuvre coordonnée. Dans les couloirs du pouvoir, la rumeur prend forme. Une opération montée depuis Bruxelles et Washington chercherait à fragiliser la présidence d'Ibrahim Traoré sous prétexte de restaurer la démocratie. Cette rhétorique, déjà utilisée contre Lumumba ou Sankara, revient comme un spectre familier. La séquence suit toujours la même chaîne causale. Pression diplomatique, relais médiatique, perturbation économique, puis infiltration militaire. Chaque maillon prépare le suivant. Les chiffres disponibles illustrent la méthode. Chute de 18% de l'aide européenne depuis janvier. Report de crédit FMI équivalent à 72 millions de dollars. Campagne numérique coordonnée identifiée par 2 sociétés de cybersécurité africaines. Ces données ne prouvent pas un complot, mais révèlent un schéma. Et ce schéma correspond trait pour trait à celui observé au Mali et au Niger l'année précédente. Pourtant, au sein de la population, le sentiment dominant n'est pas la peur mais la lassitude. Beaucoup estiment que la vraie menace ne vient pas des armes, mais des récits. Chaque fois qu'un dirigeant africain prononce le mot souveraineté, on parle aussitôt d'instabilité, confie un journaliste de la radio nationale. Ce renversement de perception explique la prudence d'Ibrahim Traoré. Ses déplacements sont devenus imprévisibles, ses apparitions publiques mesurées, mais son discours reste constant. L'indépendance n'est pas négociable. Dans cette tension contenue, la capitale apprend à respirer lentement, suspendue entre vigilance et résilience. Le pays, lui, avance sur un fil tendu entre 2 vents contraires, la pression extérieure et la volonté de durer. Dans la tourmente, une figure revient sans cesse. Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole, leader malgré lui. Son parcours sert aujourd'hui de boussole à ceux qui refusent de céder à la peur. Les images tournées à la caserne de Gungin le montrent marchant lentement entre 2 rangées de soldats, casque sous le bras, regard fixé. Il parle peu, mais chaque mot compte. Notre pays n'a pas besoin de tuteurs, il a besoin de mémoire, déclare-t-il avant de repartir vers le front administratif où tout se joue. La communication, les alliances, la confiance. Les effets immédiats se font sentir, les marchés ferment plus tôt, les diplomates évitent les réceptions, les journalistes croisent leurs sources à voix basse. Pourtant, malgré la tension, une certaine fierté circule. Dans les quartiers populaires, on évoque Traoré comme l'héritier spirituel de Sankara. Dans les ministères, on redoute une rupture avec les partenaires occidentaux. Dans les garnisons, on jure fidélité au drapeau plutôt qu'au bailleur. Un conseiller du palais
confie que le président dort rarement 2 nuits de suite au même endroit. Les messages radio sont codés, les itinéraires brouillés, mais la ligne politique reste claire. Tenir. Car céder serait confirmer toutes les prophéties venues d'ailleurs. L'impact le plus visible, paradoxalement, est psychologique. Plus le danger se précise, plus l'idée de souveraineté se renforce. Et c'est peut-être là que se joue l'avenir de tout un peuple, dans la conviction intime que sa liberté vaut le risque. Tout a commencé par des signes ténus, presque imperceptibles. Un rendez-vous annulé à l'ambassade de France, une réunion reportée avec un attaché américain, une note diplomatique rédigée sur un ton soudain plus froid. Puis le 6 septembre, le ton a basculé. L'attaché militaire de l'Union européenne a quitté Ouagadougou discrètement le même jour où 3 officiers burkinabés ont été convoqués pour réévaluation de fonctions. Ce glissement, d'apparence administrative, a été perçu au palais présidentiel comme un signal d'alerte. En moins d'une semaine, la séquence s'est accélérée. Suspension d'aide, rumeurs médiatiques, puis agitation militaire. Les analystes de la sécurité régionale parlent d'une courbe à 3 paliers. Influence, isolement, implosion. Le premier palier, l'influence, visait à isoler Ibrahim Traoré sur la scène internationale par un discours sur la dérive autoritaire. Le second, l'isolement, s'est matérialisé par le gel de plusieurs accords économiques. Le troisième, encore à l'état latent, viserait à provoquer une fracture interne au sein de l'armée. Dans les faits, les conséquences sont visibles. Entre le 10 et le 20 septembre, les checkpoints autour de la capitale sont passés de 22 à 57. Les patrouilles nocturnes ont doublé. Les communications officielles, elles, se sont raréfiées. Pourtant, malgré ce climat de suspicion, Traoré continue d'apparaître en uniforme, sans gilet pare-balles, s'adressant directement aux troupes. Il insiste, l'ennemi invisible est plus dangereux que celui qui crie. Cette posture, à la fois téméraire et symbolique, galvanise une partie de la jeunesse. Des manifestations spontanées éclatent à Bobo-Dioulasso, puis à Kaya, scandant « souveraineté ou rien ». Sur les réseaux, les hashtags se multiplient, reprenant son nom comme étendard. Ibrahim Traoré, Burkina libre. Le phénomène dépasse les frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, les mouvements panafricanistes reprennent ces mots, mais dans les coulisses, la pression monte. Plusieurs officiers de rang intermédiaire ont été mutés d'urgence. Les services de renseignement évoquent des flux financiers transitant par Chypre et Genève destinés à favoriser le changement. La répétition du schéma inquiète, c'est la même chronologie que celle observée avant le renversement de Kadhafi. Le 25 septembre, un incident révèle l'ampleur du risque. Un drone non identifié survole le camp de Kosodo avant d'être intercepté. Les experts militaires confirment qu'il s'agissait d'un modèle occidental. Le lendemain, un serveur du ministère de la Défense est attaqué depuis une adresse IP basée à l'étranger. Ces deux événements, rapprochés, convainquent le gouvernement que la crise n'est plus hypothétique. Dans la nuit du 27 au 28, Ibrahim Traoré ordonne la mise en alerte générale, tous les congés militaires sont suspendus, les frontières surveillées. À 2h du matin, un communiqué laconique tombe, le pays fait face à des menaces hybrides. Cette phrase devient aussitôt virale. Ce basculement marque le début d'une nouvelle phase, le moment où le calme cesse d'être un refuge et devient un champ de bataille silencieux. Les données disponibles dessinent un motif aussi précis qu'inquiétant. En 4 mois, 3 indicateurs majeurs ont viré au rouge. Premièrement, les flux financiers internationaux à destination du Burkina Faso ont chuté de 41% entre mai et septembre, selon les chiffres croisés de la BCEAO et du FMI. Cette contraction ne s'explique pas par une baisse d'activité économique interne, mais par un gel ciblé des programmes occidentaux. Chaque tranche suspendue correspond à une décision politique, non technique. Autrement dit, le levier financier agit comme une pression diplomatique déguisée. Deuxièmement, les opérations médiatiques hostiles ont connu une croissance exponentielle. Les analystes de la société NetDef Africa recensent 2700 publications sur les réseaux sociaux mentionnant Ibrahim Traoré entre le 1er et le 30 septembre, dont 62% présentent un cadrage négatif ou alarmiste. Dans la même période, les mentions neutres ou favorables tombent à 23%. La variation, de plus 139 points en défaveur du président par rapport à juillet, signale
une campagne d'influence structurée. Les messages suivent un lexique récurrent. Instabilité, transition bloquée, retour de la junte. 3 termes qui, combinés, suffisent à alimenter le doute collectif. Troisièmement, le rythme des activités militaires non conventionnelles autour de Ouagadougou a augmenté de 70%. Les enregistrements radars confirment au moins 12 incursions aériennes non identifiées en provenance du nord-ouest au cours du dernier trimestre. Dans la doctrine sécuritaire du Sahel, un tel chiffre traduit un franchissement de seuil. On passe de la surveillance à la provocation. Les généraux burkinabés le savent, c'est pourquoi les patrouilles nocturnes ont été doublées et les points d'accès à la capitale strictement contrôlés. Ces 3 indicateurs, finance, communication, sécurité, composent une séquence cohérente. Asphyxier, délégitimer, désorienter. Le but n'est plus seulement d'affaiblir l'État, mais d'user la confiance qui lie un peuple à son chef. Ibrahim Traoré, conscient du risque, a choisi une stratégie de transparence calculée. Conférences brèves, publication de bilan, communication directe avec les forces armées. Selon ses conseillers, chaque apparition publique vise à restaurer le signal de vérité au sein d'un espace saturé de manipulation. L'analyse chiffrée révèle aussi la portée régionale du phénomène. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, les transferts commerciaux intra-africains ont augmenté de 28%, tandis que les importations en provenance de l'Union européenne ont reculé de 19%. Derrière ces statistiques se cache un basculement stratégique. Une économie d'alliance sud-sud qui, pour la première fois, concurrence les circuits traditionnels hérités de la période coloniale. C'est ce déplacement d'influence, et non la simple rhétorique révolutionnaire, qui effraie tant les chancelleries occidentales. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement une crise, ils mesurent une résistance. Chaque pourcentage perdu dans les échanges avec l'Europe se transforme en preuve d'autonomie reconquise. Et pour le pouvoir de Ouagadougou, c'est là le véritable enjeu, transformer l'étranglement en apprentissage de souveraineté. Les critiques d'Ibrahim Traoré avancent 2 arguments principaux. Le premier, sa politique d'autonomie radicale isolerait le Burkina Faso, réduisant son accès au financement extérieur et compromettant la stabilité macroéconomique. Selon eux, refuser les conditionnalités du FMI ou la tutelle française, c'est se couper d'une infrastructure vitale. Sans capitaux étrangers, la modernisation de l'armée, la santé et les infrastructures s'essouffleraient rapidement. Le second argument tient au risque politique. Concentrer trop de pouvoir dans les mains d'un jeune capitaine transformerait une promesse de souveraineté en régime personnel. La stabilité, affirment ces voix, ne peut venir que d'un retour à un ordre civil supervisé par la communauté internationale. Face à ces critiques, les partisans de Traoré opposent des faits concrets. Depuis son arrivée au pouvoir, les exportations d'or contrôlées par des sociétés publiques ont augmenté de 17% et la perception fiscale domestique de 22%. La dépendance à l'aide budgétaire étrangère est passée de 48% à 31% en moins d'1 an. Ces chiffres, disent-ils, prouvent qu'un modèle interne peut fonctionner dès lors que la corruption est freinée et que les circuits financiers cessent d'être siphonnés vers l'extérieur. Les observateurs indépendants notent également une amélioration dans la coordination militaire régionale. Les forces conjointes du Sahel ont mené 8 opérations de sécurité frontalière sans soutien occidental direct, une première depuis 2009. Cela ne traduit pas l'isolement, mais la redéfinition d'un périmètre d'autonomie. Reste la question institutionnelle. Les juristes burkinabés rappellent que le chef de l'État a confirmé la tenue d'une conférence nationale sur la refondation politique avant la fin de l'année, preuve d'un processus évolutif et non d'un verrou autoritaire. Ainsi se dessine la ligne de fracture, entre la crainte de l'abandon et l'espérance d'un renouveau. Et dans cet entre-deux, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un démiurge que comme un pari collectif, celui d'un État décidant enfin pour lui-même, un silence chargé d'électricité. C'est ainsi que les témoins décrivent la réunion secrète tenue au palais le 2 octobre. En 10 minutes, Ibrahim Traoré y a validé un choix décisif. Rompre définitivement la dépendance stratégique envers les anciennes puissances tutélaires. Ce geste
plus symbolique qu'économique, a instantanément modifié la perception du conflit. Désormais, le Burkina Faso ne se présente plus comme une victime d'ingérence, mais comme l'initiateur d'un basculement régional. Cette inflexion, presque imperceptible pour un œil extérieur, change tout. Ce n'est plus une réaction à la pression occidentale, mais une déclaration d'existence. Le pays affirme son rôle d'avant-garde, quitte à se retrouver en première ligne. À l'étranger, la riposte fut immédiate. De nouvelles restrictions financières se sont ajoutées aux précédentes, tandis que certaines chancelleries ont discrètement rappelé leurs diplomates. Pourtant, à Ouagadougou, le sentiment dominant reste la détermination. Dans les rues, les portraits du président voisinent désormais avec les slogans panafricanistes. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un dirigeant, mais le visage d'une cause. Les semaines qui suivent cette décision transforment le paysage burkinabé. D'abord économique. Le retrait partiel des partenaires occidentaux provoque une contraction de 9% des importations, mais aussi un réajustement interne sans précédent. Les coopératives minières, nationalisées en partie sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, multiplient les circuits courts. Le ministère des Finances met en place un fonds de souveraineté alimenté par la fiscalité aurifère. Selon la Banque centrale du Sahel, ce dispositif a déjà compensé un tiers des pertes extérieures. Ce qui semblait une sanction devient paradoxalement un accélérateur d'autonomie. Ensuite, sociale. Dans les villes moyennes, les écoles ferment une journée par semaine pour rationner l'énergie, mais les associations locales s'organisent. Des brigades de volontaires réparent routes et dispensaires. L'entraide redéfinit la citoyenneté. Ce sentiment d'effort collectif, perceptible à Waïgouya comme à Gawa, nourrit un patriotisme pragmatique. Défendre le pays, c'est aussi continuer à le faire fonctionner. Puis, diplomatique. Le Burkina Faso consolide son axe sahélien avec le Mali et le Niger. Ensemble, ils signent un pacte de défense réciproque, prévoyant une réaction commune à toute agression extérieure. L'Alliance des États du Sahel devient ainsi la première structure de sécurité autonome de la région. Les observateurs y voient la naissance d'un bloc panafricain. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré joue un rôle charnière, celui de médiateur entre des régimes militaires cherchant à se légitimer sans renoncer à la coopération. Enfin, symbolique. Les discours officiels changent de ton. À la télévision nationale, les présentateurs remplacent partenaires stratégiques par alliés libres. Dans les mosquées comme dans les universités, on cite de nouveau Thomas Sankara. Cette résurgence mémorielle n'est pas anodine. Elle relie la résistance présente à une lignée d'émancipation interrompue. Au total, ces 4 effets convergent vers un même résultat, le retour de la confiance. Pour la première fois depuis des années, les sondages internes montrent que 68% des citoyens estiment maîtriser leur destin collectif. Cette donnée, plus que toute statistique macroéconomique, résume la mutation en cours. Le Burkina Faso n'est pas redevenu stable, il est devenu conscient. Et dans ce processus, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme catalyseur, non parce qu'il incarne un pouvoir absolu, mais parce qu'il rend visible la volonté d'exister sans tuteur. L'avenir du Burkina Faso se dessine selon 3 trajectoires plausibles que les analystes du Sahel résument ainsi. Base, optimiste et critique. Dans le premier scénario, le statu quo se maintient. Ibrahim Traoré consolide son pouvoir sans basculer dans l'isolement complet. Les flux financiers africains remplacent partiellement les aides occidentales. L'économie s'adapte au prix d'une inflation maîtrisée autour de 8%. Les tensions militaires persistent, mais aucun affrontement interne majeur n'éclate. Ce scénario, considéré comme le plus probable à court terme, suppose que la discipline institutionnelle reste intacte et que l'alliance sahélienne tienne ses engagements. Dans l'hypothèse la plus favorable, la dynamique d'autonomie s'étend. L'Alliance des États du Sahel réussit à mutualiser ses ressources minières et énergétiques, créant un marché intérieur régional évalué à 20 milliards de dollars. Dans ce contexte, le Burkina Faso devient le pôle diplomatique d'un bloc de stabilité africaine. Traoré, soutenu par une jeunesse connectée et par la diaspora, parvient à institutionnaliser la souveraineté sans rompre avec les partenaires extérieurs modérés. Ce scénario ouvrirait la voie à une reconnaissance internationale d'un modèle postcolonial africain assumé.
Mais dans la situation la plus critique, les pressions extérieures s'intensifient. Une succession de cyberattaques, de sanctions financières et d'incidents frontaliers érode la cohésion interne. L'armée, sous tension, se fragmente. Le risque d'un coup d'État réapparaît, réactivant la spirale des interventions étrangères. Dans ce cas, le pays retomberait dans le cycle historique qu'Ibrahim Traoré tente de rompre, celui où chaque reprise d'autonomie engendre une punition collective. Entre ces trois horizons, une constante demeure, la question de la souveraineté comme mesure du courage national. Si le Burkina Faso parvient à maintenir son équilibre précaire, il deviendra un précédent pour tout le continent. Sinon, il confirmera l'axiome redouté par Sankara, celui qui te nourrit te gouverne. Dans cette équation ouverte, la clé réside moins dans la force militaire que dans la lucidité politique, savoir quand tendre la main et quand résister. Le choc politique des derniers mois n'a pas seulement redessiné l'équilibre des forces, il a modifié la psyché collective. Dans les rues d'Ouagadougou, les conversations mêlent désormais inquiétude et fierté. Les habitants ne parlent plus seulement de sécurité, mais de dignité. Le mot souveraineté, longtemps réservé au discours officiel, est devenu courant dans les marchés, les écoles, les taxis. Chez les jeunes, l'effet Ibrahim Traoré est visible. Sur les réseaux, ses interventions dépassent régulièrement le million de vues, preuve que son image dépasse le cadre institutionnel pour toucher l'imaginaire. Dans les campus, les associations étudiantes réinterprètent son discours comme un appel à la responsabilité générationnelle. Prendre en main le destin du continent, plutôt que d'attendre une aide extérieure. Pour les entrepreneurs locaux, la période agit comme un test de résilience. Privés de crédits internationaux, beaucoup réinventent leur modèle. Le mouvement des producteurs souverains, lancé par un collectif d'agriculteurs, illustre cette reconversion, produire pour consommer localement, sans dépendre des importations. Les religieux, eux aussi, s'en mêlent. Dans les sermons et les prêches, la résistance pacifique devient une vertu. Les imams évoquent la patience du peuple. Les prêtres citent Sankara, les pasteurs appellent à veiller sans haine. La société se politise sans se radicaliser. Cet éveil collectif, loin des logiques partisanes, renforce paradoxalement la cohésion nationale. Chacun mesure le coût de l'indépendance, mais aussi sa valeur. Dans cette nouvelle conscience, Ibrahim Traoré devient plus qu'un dirigeant, un miroir des espoirs et des contradictions d'un peuple en quête d'équilibre. Pour transformer la résistance en stratégie durable, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a défini une feuille de route articulée autour de 5 leviers. Pour commencer, il faut sécuriser les institutions. Une révision du code militaire prévoit la rotation obligatoire des commandants régionaux tous les 6 mois, afin d'éviter les fidélités verticales. Cette mesure, inspirée des doctrines ghanéennes, vise à verrouiller la chaîne de commandement sans militariser le pouvoir civil. Vient ensuite la stabilisation de l'économie. Le fonds de souveraineté minière, déjà en cours, sera adossé à une banque du Sahel chargée de financer les infrastructures régionales. Objectif : réduire de 40% la dépendance aux devises étrangères d'ici 2026. Puis vient la réorganisation de la diplomatie. Ouagadougou cherche à équilibrer ses partenariats, maintenir les liens utiles avec certains acteurs occidentaux tout en renforçant les coopérations techniques avec la Russie, la Chine et les voisins africains. Le mot d'ordre reste clair. Pluralité sans soumission. Il faut aussi revitaliser la société civile. Les médias communautaires et les universités recevront un soutien spécifique pour promouvoir l'éducation civique et la lutte contre la désinformation. Cette approche vise à transformer la vigilance populaire en culture démocratique. Enfin, mesurer l'efficacité devient essentiel. Chaque projet sera évalué trimestriellement selon 3 indicateurs publics: impact social, souveraineté économique, cohésion nationale. La transparence, promet Traoré, sera la nouvelle arme du pays. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle trace une direction. Passer d'une posture défensive à une architecture souveraine. Dans le Sahel, peu de nations ont tenté un tel pari. Le Burkina Faso veut prouver qu'il est possible d'être libre sans être seul. La nuit tombe sur Ouagadougou et la capitale retrouve le même calme étrange qu'au début de cette histoire. Mais ce silence n'a plus la même signification. Il ne précède pas la peur.
il prolonge la décision. Dans les rues, les visages sont fatigués mais droits. Les drapeaux hissés devant les écoles rappellent que, malgré tout, la vie continue. À ce moment, Ibrahim Traoré réapparaît à la télévision nationale. Sa voix est grave, sans emphase. Notre souveraineté n'est pas un slogan, c'est un devoir. Ces mots résonnent comme un écho lointain à ceux de Sankara, prononcés 40 ans plus tôt. Le fil de l'histoire se retend, reliant deux générations de résistance. Au palais, un soldat dépose un simple carnet sur son bureau, les promesses tenues, les autres à venir. La caméra s'attarde une seconde de trop sur la couverture usée, symbole discret d'une continuité fragile mais réelle. Et dans cette lumière tamisée, le pays comprend qu'il n'attend plus un sauveur, mais qu'il devient lui-même sa propre réponse. Le Burkina Faso se dresse aujourd'hui à la croisée des chemins. Nul ne sait encore si les vents qui soufflent sur Ouagadougou annonceront la tempête ou l'aube. Mais une certitude demeure, ce qui se joue dépasse les frontières d'un seul pays. Chaque citoyen africain, chaque membre de la diaspora, sent désormais que la souveraineté n'est plus une idée abstraite, mais une pratique quotidienne, celle de choisir, de bâtir, de tenir. Ibrahim Traoré, dans cette histoire, n'est qu'un nom parmi d'autres, mais il incarne une génération qui refuse la résignation. Ce refus invite à la réflexion. Que vaut la liberté si elle ne se traduit pas en actes ? Comment transformer la solidarité virtuelle en force civique ? Aux observateurs, aux lecteurs, aux peuples voisins, cette question reste ouverte. Car le destin du Burkina Faso n'est pas un épisode isolé, mais le miroir d'un continent en train de se redéfinir. Et peut-être que dans ce miroir, chacun reconnaîtra un fragment de sa propre lutte.